Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, c'est un épisode comme je les aime. Je reçois non pas un invité, mais deux en les personnes de Stéphane et Fanny. Bonjour tous les deux, comment ça va ? Bonjour. J'ai envie de vous laisser vous présenter chacun votre tour. Fanny, à toi l'honneur. Merci beaucoup Sylvain pour cette invitation, on est ravis d'être ici. Donc Fanny Cloak, accompagnatrice agile chez AppSitTop et co-créatrice de TADX. Hello, moi c'est Stéphane Philippard, donc je suis aussi le cofondateur de TADX. Et dans la vie pro, je suis développeur advocate ou DevRel, c'est comme on veut, chez OVH Cloud. Bref, j'essaye de faire que les développeurs arrivent le mieux possible à utiliser tous nos produits et à être heureux avec ça. Voilà. Et merci pour ces présentations. Donc vous avez tout dit. Vous êtes créateur de TADX. Moi, il y a quelques temps, je connaissais pas cette entité. J'avais vu ce nom-là, je savais pas trop, et je me suis dit que ça serait sympa d'en parler. Donc si vous voulez nous raconter un petit peu ce que c'est TADX, en quoi ça consiste, et puis après vous nous raconterez aussi d'où c'est venu cette idée-là. Je sais pas qui d'entre vous a envie de commencer. Allez, je commence. Vas-y, on t'écoute. Alors TADX, c'est Tour Agile et DevOps Experience. Donc tout est dit. C'est la volonté de parler d'agilité, de DevOps, mais pas que, dans la région de Tours. Donc on essaye d'être un petit peu large dans nos idées, dans nos thèmes, mais aussi dans les participants qu'on peut inviter, d'être assez large pour toucher et impacter un maximum de personnes qui peuvent être intéressées par ces sujets-là. Donc c'est mon idée à la base. Mais tu as le droit de revendiquer une maternité, du concept. Non, c'est une private joke. On ne sait pas qui a eu l'idée, le ou la première du coup. Mais du coup, c'était à la toute base, donc pour répondre à la question pourquoi TADX, c'était de mon point de vue pour trouver du boulot dans l'agilité dans le coin, parce que j'étais en période de recherche, je ne trouvais pas de mission qui m'intéressait. À l'époque, j'étais Scrum Master et je faisais mes premiers pas dans l'agilité. Et donc je ramais un peu et tout ce qu'on me proposait c'était sur Paris, et donc je dis mince, plutôt que d'aller moi sur Paris pour offrir de l'agilité, j'aimerais bien rapporter l'agilité de Paris à Tours. Et toi de ton côté, Stéphane ? Oui, donc c'est moi qui ai eu l'idée, bien sûr. Non, effectivement, je trouvais l'aventure géniale. Donc l'idée c'était avec Fanny de apporter ça, et puis de commencer un peu à mettre un pied dans le partage. En fait, moi c'est un truc qui me pilote depuis que je fais de l'informatique. J'ai toujours cru je crois pas au fait aux développeurs solitaires, je crois toujours à l'effet de groupe dans le monde du dev, et du coup je trouve qu'une asso autour d'éléments de dev, d'approche, de ressenti, etc. C'était un peu boucler la boucle, quoi. Donc effectivement, on s'est lancé là-dedans avec ces deux approches, quoi. Alors, il y avait d'autres meet-up qui existaient déjà sur la région de Tours. C'est même grâce à eux qu'on a eu l'idée aussi et qu'on a eu les bons contacts au final. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient, dont le GDG, le Tour Jug, la FUP. Et si j'en oublie, je m'excuse. Il y avait Tour JS à l'époque et aussi voilà. Tour Docker Tour aussi à l'époque. Donc ça nous a inspirés parce que nous-mêmes, on était des participants à ces meet-up-là. Donc on aimait bien aller voir les différents sujets. Et il y avait ces sujets-là, donc agilité, DevOps, qui nous manquaient un petit peu. Et c'est là qu'on s'est dit, pourquoi pas monter quelque chose. Ça s'est pas fait en un tour de main. Ça s'est fait en un été, en fait, pendant les vacances d'été. Où on a essayé, de brasser un peu et nos connaissances et nos peurs aussi de se lancer. On a eu pas mal, en tout cas pour ma part, pas mal d'appréhension là-dedans. On s'est fait entourer du coup, et on s'est fait conseiller sur le comment s'y prendre, par quelle boule prendre, et surtout les erreurs à ne pas faire. Et premier tips, une erreur à ne pas faire, c'est d'écouter sa peur et de ne pas savoir répondre à la question. Oui, mais est-ce que les gens vont venir ? Si on s'arrête là, en fait, on n'y va pas.
Ouais. Ça c'est super important, c'est oser se lancer, mais c'est vrai un peu pour tout au final. Je pense que même pour créer un podcast, je pense qu'à un moment donné, quand tu as dû créer le podcast, tu as dû te dire, mais en fait, est-ce que j'ai la légitimité, voire est-ce que j'ai des gens, moi, à part ma mère et puis ma famille qui va m'écouter. Pour nous, c'était un peu ça aussi, c'est-à-dire on s'est dit, mais à part nous et puis les 3 potes qui sont polis, qui va venir à nos meet-up. Mais voilà, ouais, on s'est lancé quoi, au final. Et l'autre truc qui fait peur, je pense, surtout en France, c'est le côté administratif dans une asso. Moi, à titre personnel, hein, j'ai jamais fait partie d'une asso, en tout cas pas dans le bureau. Et je me suis dit, quand on a vu ça avec Fanny, on s'est dit, mais comment on va faire? Il va falloir remplir 25 documents, etc. Et c'est là où l'accompagnement était hyper important. À l'époque, il y avait une sorte de méta-asso à Tours qui s'appelle Palo Alto, enfin qui s'appelait, qui a été dissoute au profit de la fusion dans Digital Loire Valley, et qui permettait aux associations qui voulaient se lancer ou qui existaient de bénéficier en fait d'une structure jusqu'à comptable, d'organisation et tout ça, pour éviter en fait d'avoir tout à créer. Alors nous, il se trouve qu'on l'a surtout utilisé pour la partie salle, réseautage et comment on se lance dans l'aventure, et on a quand même créé notre asso de toutes pièces. Et la bonne surprise que j'ai eue moi à l'époque, parce que on a découvert ça avec Fanny, c'est qu'en fait en France on peut créer une association 100% online. Et donc c'est aussi le truc à dire, c'est que c'est pas si infaisable que ça. C'est pas le livre dont tu es le héros. Il y a quelques documents à faire, mais franchement, avec un peu de patience, en lisant bien quelques mails, ça se fait quand même bien. Donc c'est jouable en fait. Cette partie-là est jouable. C'était pour moi les 2 gros trucs un peu qui nous faisaient un peu peur au début avant de créer l'asso. C'est est-ce qu'on est légitime à le faire et est-ce que c'est pas trop galère à faire, quoi. En toute honnêteté, si Stéphane n'avait pas pris cette partie-là en charge, je pense qu'on ne serait pas une association aujourd'hui. On serait encore juste un meet-up, et puis on naviguerait un petit peu en off. On a donc eu tout l'été 2019 pour faire la partie idéation, parce que déjà savoir ce qu'on voulait mettre dedans, savoir quelle histoire on voulait avoir, quel impact on voulait avoir. En fait, c'était cette partie idéation, c'était le passage d'une idée, de plusieurs idées égoïstes entre guillemets, à une idée vraiment de partage et de oui, c'est ça, de faire se connaître les gens entre eux, se faire parler. Donc là, il a vraiment fallu passer le cap de bon, ok, moi j'aimerais bien voir mes stars, j'ai quelques idées en tête, mais est-ce que ça va intéresser aussi d'autres personnes? C'est ce qui nous a aidé aussi, en fait, à passer le cap. C'est que on a osé inviter 2-3 personnes qui nous parlaient, qui nous plaisaient énormément. Pour pas citer la première personne qui a dit oui, c'était Jean-Pierre Lambert, que j'affectionne particulièrement parce qu'il a une capacité à rendre les choses compréhensibles et à partager un maximum d'informations autour de l'agilité et Scrum notamment. Donc via ses vidéos YouTube Scrum Life notamment. Et il a été partant tout de suite. Et c'est pas qu'il a été partant tout de suite comme ça en répondant à mon mail, c'est qu'il m'a donné son numéro de téléphone directement pour me dire vas-y, on fait le truc, et je dis oui. Donc ça n'a pas été le premier à venir dans nos meet-up. On a eu quelqu'un du cru qui est Sébastien Laporte, un ancien Absidien d'ailleurs, qui s'est offert le premier meet-up. Mais Jean-Pierre Lambert a assuré le deuxième. Et en fait, je pense que c'est aussi grâce à lui qu'on a eu la légitimité de faire les choses. Donc ça a été plutôt une belle histoire. Voilà, je continue d'être assez fan du coup, je l'avoue. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est dit qu'il n'y aurait pas de limite. On peut demander à n'importe qui, connu, pas connu, débutant, expert, de venir tester ou consolider quelque chose sur le terrain à partir du moment où ça intéresse les gens. Ouais, c'est hyper important. Et alors, on le verra après. On a eu 3 phases en fait. On a eu la phase pré-Covid, la phase Covid et la phase post-Covid, qui ont influé sur la façon dont on gérait, dont on faisait venir les gens, etc. Mais le fait d'avoir d'oser inviter, moi, de mon côté, j'avais aussi d'autres personnes que je connaissais, comme Philippe Charrière, par exemple, ou Sébastien Blanc. Voilà, ce genre de personnes que je rêvais de... Comme je dis souvent, moi, quand je serai plus tard, quand je serai un vrai DevRel, je serai Sébastien Blanc. Ben voilà, c'est partie de ces gens où j'avais envie de voir chez nous.
Donc c'est, et puis juste d'oser, en fait, on se rend compte qu'on peut avoir des super rencontres de gens qu'on connaît pas aussi. Donc ça, c'est super intéressant. Et pour en revenir à l'idéation, en fait, à ce moment-là, une fois qu'on s'était dit on va y aller, qu'on avait créé l'association de loi 1901 de manière assez classique, qu'on était rassuré sur les salles, on verra même sur l'évolution de TEDx, la salle peut être un énorme budget en fait pour un meet-up, et il faut pas hésiter à demander gratuitement des salles en tant qu'association locale, parce que la plupart du temps, les gens sont hyper ouverts et ils disent bah oui, avec plaisir. Alors bien sûr, si vous prenez des salles énormes ou des salles qui font du coworking, vous demandez entre 14h et 16h, c'est pas le plus top parce qu'ils ont besoin de vivre aussi. Mais en général, on trouve un moment. Donc la salle, c'est hyper important, et une fois qu'on avait ces éléments-là, on s'est dit comme disait Fanny, on a commencé à réfléchir programme. On a aussi avec une copine qui est une graphiste, merci Fanny, notamment fabriquer aussi toute l'identité visuelle avec donc Roxane Chenbao. Et surtout, et en fait voilà, l'été 2019 en fait a vraiment été consacré à on met tout ça dans une marmite, on se rassure sur les éléments bloquants. Donc la partie administrative, officielle, la partie speakeuse, la partie aussi il fallait qu'on ait du contenu, et il en manque un dernier, parce qu'après je laisserai quand même aussi Fanny parler, c'était la partie financière, forcément. Donc moi je suis le comptable de l'association. Parce qu'il faut obligatoirement un comptable, un ou une vice-présidente et un ou une présidente dans une association. Donc moi j'ai le rôle de comptable, Fanny le rôle de présidente. Et donc du coup, il a fallu se dire, il va falloir un peu de sous, parce que très vite, nous, ce qu'on s'est dit pré-Covid, c'est que si on invite des gens, il faut qu'on les reçoive dans les meilleures conditions. Ça veut dire logement, ça veut dire trajet. Bien sûr, on leur fournit aussi de quoi manger le soir. Ça, on y reviendra. Mais donc très vite, on a vu qu'il fallait faire du sponsoring. Il n'était pas forcément question de prendre de nos propres deniers, sinon c'est un peu compliqué. Donc on a recherché des sponsors, et on a trouvé 2 super sponsors qui nous accompagnent toujours, la société de Fanny, Psytop, c'est pour ça que je me permets de le dire à sa place, et puis Asensi, notre ESN. Et maintenant on a MAM qui est notre salle, on y reviendra plus tard, mais voilà, c'est aussi l'élément important qu'il faut quand même aussi pas oublier, c'est qu'un meet-up, même si son objectif est pas de faire d'argent, a besoin d'argent pour vivre. On peut pas partir du principe qu'on va faire 100% du bénévolat, qu'on va trouver une salle gratuitement, qu'on va trouver un hôtel gratuitement, un train gratuitement, ou demander aux gens qui viennent de venir sur leur propre budget. Sinon, on va rester sur le microcosme tourangeau, et on savait qu'on n'aurait pas, entre guillemets, un vivier assez important. Et comme disait Fanny, il y avait des gens qui nous faisaient rêver, qu'on voulait faire venir, mais qu'on voulait pas non plus obliger d'avancer des frais, quoi. Donc voilà un peu si on reprend la partie été 2019, un peu tout ce qu'on s'était dit, quoi. Et la petite anecdote par rapport au sponsoring, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, je cherchais moi une mission dans l'agilité. Je sortais d'une grosse entreprise et je voulais me remettre à flot là-dessus. Et en fait, j'ai trouvé Abside notamment super motivé. Et pour la petite anecdote, je suis arrivée chez eux en octobre. Et ils m'avaient tellement fait confiance pour l'idée, pour le sponsoring, qu'on a pu commencer dès octobre en fait à chercher des salles, des participants, etc. Donc ils ont vraiment été d'une grande aide là-dessus. Asensi pareil, ils ont cru en nous dès le départ et ils ne nous ont jamais lâchés jusqu'à aujourd'hui, malgré ce qui s'est passé justement de ce qu'on sait tous. Donc ce qui est important, pardon, excuse-moi, vas-y. Ça a été précieux, voilà. Ce qui est important, c'est que les sponsors nous ont jamais lâchés, y compris pendant le Covid. C'est ce que tu disais, Fanny. Mm-hmm. C'est aussi important parce que ça nous a permis, on y reviendra, de continuer à vivre, quoi, en fait, pendant cette période qui était un peu particulière. Alors du coup, Stéphane, c'était quoi un meet-up type avant Covid? Avant Covid, oui. La première chose, c'est de trouver déjà l'intervenante ou l'intervenant. Ça, c'était une première chose. Donc, on avait une liste à peu près longue comme les 2 bras de chacun. Donc, on avait 4 listes de gens qu'on voulait venir. Donc, pour la toute histoire, on s'était fait... On a essayé plein de trucs, parce que Fanny étant agiliste, moi, j'aime bien un peu aussi organiser les trucs. On a essayé les Project Git, Blame. On a fini dans un Trello. On a fait un Kanban, un autre sauce dans un Kanban, pardon, sinon je vais me faire fâcher. Donc on avait toute notre liste et puis on a commencé à demander. Comme Fanny l'a indiqué, plein de gens nous ont répondu. Et donc en fait un meet-up c'est assez simple, on réserve la salle,
Donc on s'arrange pour trouver une chouette salle. On évite les salles qui sont à côté de salles de sport qui font que on a eu certains meet-up en fait. Au début on a fait plusieurs salles différentes. On s'est retrouvé de temps en temps à côté d'une salle d'une grande marque de sport assez connue où ils crient beaucoup, ils mettent de la musique très fort et ils balancent des pneus à travers la pièce qui faisait trembler les murs pendant le meet-up. Notamment, le dernier en date qui avait fait ça, c'était Philippe Charrière qui, pendant ses démos Wasm, Go, etc., avait les murs qui tremblaient, voire certains sons. C'était assez rigolo pendant ce meet-up-là. Pas très confortable. Non, force à toi, Philippe, tu as bien tout fait. Un autre meet-up où on s'est rendu compte que la salle était juste en plein milieu de plein de salles, et notamment une très grande salle où il y avait un concert classique de piano. Donc c'est pareil, très, très sympa, mais du coup on a dû un peu retoucher la bande son après pour enlever les musiques de concert. Bref, une fois qu'on a la salle, en fait, un meet-up type, c'est on s'organise, on voit avec la personne qui intervient pour choisir la date. Alors nous, on a notre petit rituel, c'est que notre vie de famille fait qu'on a 15 jours par mois, une semaine sur deux, où on est un peu plus libre, hein, puisque sans enfants. Et donc, du coup, on s'arrange pour que le meet-up tombe à ce moment-là. Et avec la personne, sinon, on lui donne vraiment le choix du moment qui l'arrange le plus. Et une fois qu'on a ça, en fait, c'est vraiment les étapes principales, c'est bloquer la date, le pitch, le titre. Et après, comme ça, on met en route tout le meet-up, toute l'orga de meet-up. On s'arrange pour bloquer l'hôtel. La personne, on lui indique qu'on la défraie sur les trains pour la mettre vraiment à l'aise. Heureusement aussi, on a certaines personnes dont les sociétés prennent en charge et ça aide aussi les petits meet-up comme nous à gagner un peu de sous. Je suis désolé, je mets ma casquette comptable, mais voilà, c'est important. On passe par une phase un peu aussi d'acheter 2-3 trucs pour le moment convivial qui est le moment qui nous importe quasiment, enfin qui est super important pour nous, c'est le post conférence où là on commande des pizzas, on sort des boissons, un peu de chips et puis on échange, et c'est vraiment le moment qui est pas le plus important parce que la partie conférence est importante mais qui est vraiment énormément appréciée. Donc voilà, et puis en phase amont du meet-up en lui-même, il y a toute la partie communication. Ou là, c'est toi aussi qui as cette casquette communication. Non, surtout. On se l'arrête là. Où on s'est inventé communicant, c'est un métier de faire de la communication claire et précise. On pourra peut-être y revenir, mais en fait, on a un modèle comme beaucoup de meet-up où on est essentiellement sur Twitter, LinkedIn, et on se rend compte que c'est compliqué d'exister. En fait, les gens sont abreuvés de messages, de notifications, et donc nous on essaye d'exister comme ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas simple, et puis on n'a pas forcément tous les codes et toutes les règles de communicants, donc on essaye de faire au mieux, quoi. Je pense pas avoir oublié de grandes étapes. Non, c'est à peu près ça pour l'avant. Après, effectivement, notre mot d'ordre, c'est de chouchouter les intervenants et intervenantes. Donc c'est vrai qu'on essaye de déjà s'adapter à leurs horaires à eux. On vient les chercher à la gare quand il y a besoin. On les laisse pas tout seuls trouver la salle. On les accompagne, on les raccompagne. Généralement, on va aussi se faire une post-soirée avec eux. L'idée, c'est que nous, ça nous fait tellement plaisir qu'ils viennent que voilà, il faut qu'ils le ressentent et il faut qu'ils aient peut-être aussi envie de revenir. Un de ces quatre. C'est le cas, hein, d'ailleurs. On a déjà eu Aurélie Vache et Philippe Charrière qui sont revenus par 2 fois. Donc voilà, c'est des choses qu'on veut vraiment, qu'on a à cœur. Et en parallèle de ça, on donne aussi la chance à des gens qui n'ont pas forcément speaké souvent ou qu'on ne connaît même pas. On a un CFP typiquement pour la TEDx sur Conference Hall où on peut effectivement poster des sujets. Nous, la seule chose, c'est que comme on fonctionne la plupart du temps par coup de cœur, par connaissance, par affinité, du coup, quand c'est des gens qu'on connaît pas, on s'autorise du coup à se rencontrer une première fois pour discuter, échanger, voir si on est aligné en fait sur les valeurs. Très très sincèrement, on est un petit peu contre tout ce qui est placement de produits ou idées un peu préconçues et fermées sur les choses. On aime bien au contraire quand il y a une ouverture, une zone d'échange justement pour l'après, pour la pizza. Si on décrète des choses et qu'on peut pas en parler, c'est un petit peu déstabilisant. Donc on fait attention à ces choses-là et on veille à ce que voilà, on puisse s'y retrouver sur
je sais pas si on peut parler ça de ligne éditoriale, mais au moins qu'on puisse se retrouver sur les valeurs. Parce qu'effectivement, sur les thèmes, on peut être un peu perdu des fois, il faut se l'avouer. On parlait d'agilité, DevOps, mais pas que. On a eu des sujets sur le bien-être, sur télétravailler, sur le syndrome de l'imposteur. Bref, des choses qui peuvent quand même tourner et graviter autour de l'agilité du DevOps, mais qui ne sont pas directement liées. Mais c'est des choses sur lesquelles on aime bien aussi échanger, pareil, égoïstement, parce que dans nos différents métiers, on en a besoin. On veut des avis un petit peu différents de ce qu'on peut retrouver dans nos missions propres. Donc voilà, on est assez ouvert. Donc si des gens qui sont intéressés pour passer nous entendent, vous êtes plus que les bienvenus. Clairement. Sur peut-être... Oui, pardon. Non, j'allais dire, donc tout ça, on l'avait à peu près mis en place, à peu près rodé. Et donc, au 5e événement, on recevait avec joie donc Philippe Charrière pour donc participer à TEDx. Et c'était le 10 mars 2020, donc notre 5e événement. Et donc, 7 jours après, on apprenait que, comme tout le monde, maintenant, il fallait rester chez soi. Et en fait, on a basculé dans une nouvelle ère pour TEDx, puisque beaucoup d'events, voire de conférences, ont choisi de tout stopper. Vraiment tout arrêter. Nous, je pense que sur la fraîcheur en fait de création, on était tellement contents de ce qui nous arrivait, on passait tellement un bon moment que je pense qu'on s'est même pas posé la question d'arrêter en fait. Je crois que tout de suite on s'est dit comment on peut faire pour de manière online continuer TEDx, sachant que Fanny comme moi, je pense que je t'arriverai pas de secret en disant qu'on n'est pas non plus les plus performants pour utiliser les outils de streaming, de machin, etc. Donc du coup, on a essayé de faire simple et on a maintenu en fait la date d'avril qui était prévue, sauf qu'on l'a fait online avec Zoom à l'époque où on envoyait toutes nos données en Chine. On s'est dit niveau TEDx, on est tranquille. Et donc on a choisi vraiment de continuer. Alors de manière différente, on a essayé de se renouveler. On a par exemple, c'est là où on a, comme on avait toujours nos sponsors qui nous suivaient, on a essayé de faire que les speakers ils puissent avoir faire gagner des t-shirts TEDx, etc. Pour utiliser aussi le sponsoring et puis de mettre un peu de piment dans la partie online. Mais au final, ça n'a rien changé sur notre façon de faire en orga. On faisait toujours pareil. La seule différence, c'est qu'on avait moins à gérer de côté matériel. Mais la partie intervenante et intervenant était pareil. Et on faisait ça sous Zoom avec, alors, pendant jusqu'à ce qu'on ait pu... Donc, c'est quoi la reprise? C'était l'an dernier. C'était septembre dernier, oui. Septembre dernier. Donc, en septembre 2021, on a fait donc un meet-up par mois avec toujours en relâche juillet-août et qui se passait comme ça à distance. Alors le gros point noir, je pense que Fanny pourra aussi le témoigner, c'est quand même beaucoup moins chaleureux et surtout c'est que on n'a pas réussi après la partie talk garder cette convivialité. On a tout essayé, on reste les micros ouverts, mais n'empêche qu'à un moment donné, on coupe et là tout d'un coup, plouc, on a l'adrénaline qui redescend, mais beaucoup plus fort que quand on prend le temps de la pizza, boire un coup, pourquoi pas aller dans un bar après, post-meeting, etc. Donc ça dure jusqu'à parfois des heures qui font nous rappeler que le lendemain matin, on n'est plus tout jeune. Mais là, en Zoom, c'était assez violent en fait, la coupure avec ceux qui participent et ceux qui donnent le talk. La preuve, c'est que ceux qui sont passés en meet-up à distance réclament de revenir justement, de faire un truc parce que on n'en a pas assez profité en fait. C'est vraiment l'impression qu'on avait. Après, faut quand même les remercier et le premier qui a joué le jeu, c'était Alexandre Quash justement, où on n'avait pas encore... certes, on avait peut-être l'habitude de travailler à distance avec son travail, mais on n'avait pas encore l'habitude de présenter quelque chose avec des caméras qui n'étaient pas forcément allumées, avec des retours qu'on voyait pas forcément. C'était autre chose en fait de faire un meet-up en vrai et d'un meet-up à distance et on s'en rendait compte. Et il a fallu jouer le jeu. Certains intervenants et intervenantes qu'on avait contactés ont annulé clairement pour ces raisons-là parce qu'un meet-up c'est aussi possiblement un show ou une façon de montrer les choses qui ne sont pas vraiment les mêmes quand on est à distance. Donc on a eu un petit peu plus de mal à trouver des gens motivés.
Au début. Après, ça a un petit peu changé. Quand ça s'est éternisé, en fait, les gens se sont peut-être dit, tiens, finalement, il va falloir s'y habituer. Mais ça nous a permis quand même un truc, c'est d'avoir des participants de tout le monde. Je crois qu'on a eu un Canadien, je crois qu'on a eu un Suisse. Enfin, ça nous a vraiment ouvert les portes et ça nous a permis aussi d'être un peu plus nombreux, du moins au début, parce on faisait partie des meet-up qui conservaient leur rythme. Et donc, on a bénéficié de ça. Donc, dans notre volonté de faire partager les choses, on était quand même aux anges. Parce que justement, beaucoup de gens venaient. Et il y avait quand même cette partie discussion à la fin, même s'il n'était pas autour d'une pizza, qui perdurait malgré tout. Donc, c'était plutôt agréable. Mais de toute façon, il fallait s'adapter. Ouais, voilà. Et je pense que si on est encore là, à l'heure actuelle, c'est parce que on a fait entre guillemets cet effort-là de continuer à faire nos meet-up mensuels. On le voit sur Tours, on y viendra dans la troisième partie du coup de l'après-Covid. La reprise pour nous est compliquée et pour les autres meet-up, je pense en France aussi, pour en avoir discuté et avoir vécu d'autres choses qui font que je me rends compte que les meet-up ont du mal à faire venir les gens. Il y a beaucoup de meet-up sur Tours qui ont du mal à reprendre en fait et qui n'ont pas repris. Et ça, c'est dommageable et ça s'explique de plein de raisons. Le manque de personnes, le manque de reprendre la motivation, etc. Donc, on le dira jamais assez. Alors, ça veut pas dire qu'il faut faire tous les meet-up, mais il y a plein de façons, en fait, d'aider les meet-up, soit à participer, soit de temps en temps aussi à relayer un peu de publicité ou à venir de temps en temps. Mais c'était compliqué et je pense que d'avoir existé pendant cette période nous permet d'être resté sur un rythme qui fait qu'on est toujours là, quoi. Mais c'est pas simple. C'est ça. Quand tu parles de pas simple, c'est aussi qu'il faut jongler avec plusieurs choses. Comme tu as cité la vie de famille tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut pas non plus s'ultra adapter au timing des speakers. Et des fois, on est obligé d'imposer, par exemple, une date précise, soit parce que la salle n'est pas dispo le reste du temps, soit voilà, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. On a nous-mêmes maintenant notre propre calendrier un peu compliqué à gérer au niveau des missions, donc c'est vrai que ça peut être une crainte quand on veut se lancer dans un meet-up. Ah bah oui, mais je vais pas avoir assez de temps régulier. Au final, ça se fait bien. On arrive quand même à trouver, justement, on pose ces soirées-là d'avance. On sait qu'elles sont réservées, donc ça va. Après, il y a tout ce qui est aussi, on l'a cité tout à l'heure, organisation à l'avance. On a un peu galéré à choisir nos outils. Maintenant, ça y est, au bout de quelques temps, on est rodé. Les inscriptions se passent. On a le droit de citer les liens, je pense. On passe par Eventbrite. Donc tout est par là. On a une chaîne YouTube où on remet aussi depuis le confinement. J'ai pas eu la troisième partie. Ah pardon, t'avais écrit la troisième partie. Vas-y. C'est beaucoup trop bien préparé ce que vous racontez là. Excusez-nous. Et on a notre site internet aussi où on essaye de pas mal mettre d'informations. On a parlé de Twitter et LinkedIn tout à l'heure. On essaye d'être le plus transparent et proactif possible. Donc merci Trello encore une fois parce que on a un peu galéré avant. Donc c'est des choses aussi qui peuvent faire peur, tout ce qui est organisation, tout ce qui est temps. Et au final, je pense que c'est ça l'important aussi, d'être plusieurs dans un bureau, de pas être tout seul à gérer quelque chose. C'est que quand l'un ne peut pas, l'autre prend la main. Et ça, c'est super important de pouvoir se partager les choses. Donc ne partez pas tout seul dans cette aventure. Donc là où c'est important ce que tu dis, c'est qu'il faut pas oublier que ça reste une association, ça reste du bénévolat, ça reste du partage. Clairement, je pense qu'il faut pas faire ce genre de choses pour dire je vais prendre la lumière et je vais exister, parce que ça suffira pas en termes de motivation et au bout on aura toujours mieux à faire. Et au final, sur un meet-up, nous on met en lumière les intervenants, on met pas en lumière le fait que ce soit Fanny et Stéphane qui organisent TEDx. Donc voilà, c'est de l'énergie, mais faut pas oublier que c'est une asso, et comme toutes les assos, faut pas se mettre un planning, faut pas se mettre quand les vidéos elles sont parfois de les publier 3 semaines après le temps, parce qu'on est niveau montage parfois c'est un peu compliqué. Le site web, on essaie de le mettre à jour au moins avant le meet-up. Ça a déjà arrivé qu'on le mette après le meet-up. Donc voilà, faut rester
humble et cool. Mais comme dit Fanny, tout seul ou toute seule, c'est, je pense, un pari un peu compliqué à avoir. Voilà, et puis il faut s'autoriser des petits couacs qui s'expliquent et qui sont pardonnables. On a parlé des participants, des intervenants. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que 100% des personnes qu'on a croisées parmi ces meet-up ont été bienveillants et puis même aidants la plupart du temps. Donc c'est pas quelque chose sur lesquels on va être forcément jugé ou des choses comme ça. Non. Si ça peut faire peur à certaines personnes. Au contraire, on est là pour du partage et on pourra jamais vous reprocher de vouloir partager, quoi. C'est même un leitmotiv. C'est-à-dire qu'on dit aux intervenantes et intervenants, si vous avez un talk qui est pas mûr, mais que vous voulez tester, et qui rentre dans la ligne éditoriale avec des guillemets TEDx, qui est quand même plus que très large, venez, c'est l'occasion parfaite pour tester, parce que comme en plus on dédie la soirée à la personne, il n'y a pas de timing. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que passer 1h30, les gens commencent à s'endormir. Non, faut faire attention. Surtout le soir. Voilà, c'est surtout le soir. Une personne qui veut répéter un talk, qui sait pas si c'est plutôt pour faire après un 15 minutes, une demi-heure ou 1h30, peut venir vraiment avec plaisir chez nous, et puis elle fait son truc et elle se rend compte qu'en fait son talk c'est 3/4 d'heure et c'est bon. Donc ouais, là-dessus c'est important aussi, la bienveillance, même si c'est un mot qui commence à être galvaudé, on veut surtout pas se prendre la tête. Et je fais une petite parenthèse avant d'attaquer la dernière ligne droite, mais en parlant de bienveillance et de bonne ambiance, au début c'était une blague avec Fanny, parce que je lui dis mais nous on est quand même seul meet-up sur Tours où on n'a pas de bière à la fin. Et c'est tout bête, mais en fait pour avoir discuté avec d'autres personnes qui font des meet-up dans la France et d'avoir découvert qu'il y avait potentiellement eu parfois des problèmes post-meet-up, c'est un choix aussi qui nous permet de se dire, certes on n'a pas de bière juste après, la bière on l'a fait ensemble au bar tous ensemble, mais on est sûr qu'on n'a pas des plans galères, on sait jamais, donc voilà, c'est ces petits détails qu'il faut penser aussi quand on fait ce genre de meet-up où on regroupe des personnes qui se connaissent pas, comme on dit souvent, faut pas parler ni politique ni religion, faut peut-être aussi éviter l'alcool à la fin, ça évite de peut-être avoir des fins de soirée pas agréables. Tout à fait. Et ça, c'est toujours bien fini. Et ça, c'est toujours bien fini, on sait jamais. Non, il n'y a qu'un souci. Et du coup, si on parle un peu du TEDx maintenant, si on fait la transition, en fait, c'est tout comme avant le Covid. Mais en moins nombreux. Alors, la grosse nouveauté, c'est qu'on avait pris goût aux vidéos. Donc, comme disait Fanny, on a une chaîne YouTube où on mettait les vidéos Zoom, superbement retravaillées, avec l'éditeur YouTube. Et du coup, on a investi dans du matériel de captation, alors, un petit boîtier qui permet simplement de brancher. On branche une webcam, un petit micro HF qu'on a acheté aussi, et comme ça on permet aux gens qui avaient l'habitude en fait de voir TEDx à distance, de pouvoir continuer à le voir. Alors on a longtemps réfléchi, on s'est dit est-ce qu'on va pas perdre des gens qui faisaient l'effort de venir au profit de c'est pas grave, j'aurai la vidéo. Donc déjà, ce qu'on voulait pas faire, c'était de live, puis parce qu'on savait pas le faire. Donc déjà, ça nous arrangeait bien. Mais officiellement, on disait non, mais on veut pas le faire. Et c'est pareil, officiellement, on dit on met les vidéos à dispo que 15 jours, 3 semaines après, comme ça, primeur aux gens qui sont venus le moment venu. Ça nous arrange aussi pour dire qu'on a du temps pour le faire. Mais on a hésité, et puis je crois que d'un commun accord, et par rapport à la demande, on s'est dit non, si les gens ont l'habitude de regarder les replays, autant qu'ils puissent continuer maintenant, quoi. Donc c'est la nouveauté en fait de la rentrée de septembre dernier qu'on a pu enfin revenir. Et voilà quoi sur ça. Après, comme tu disais, je te laisserai en parler, mais c'était un peu plus compliqué. On s'est aussi beaucoup posé de questions par rapport au protocole. Là, on presque tendance à oublier maintenant, puisque il y a tout qui commence à s'alléger, y compris dans les transports. Mais on s'est beaucoup renseigné. Par rapport au masque, par rapport aussi, on a essayé quand les pics étaient les plus hauts et les contraintes les plus importantes, on a sauté la partie collation à la fin. On essaye aussi d'avoir une approche plutôt éco-responsable. Donc depuis le début, on essayait d'avoir plutôt des grosses bouteilles, des verres réutilisables. Et là, depuis quelques mois, malheureusement, on bénéficie plutôt les portions individuelles, alors avec beaucoup d'emballage, malheureusement. Mais c'est aussi on essaie de faire bien. L'idée, c'était qu'on voulait pas avoir dans les journaux un cluster à Tours TEDx. C'est pas une super pub, même si
paraît que toute communication était de la pub, mais bon. Voilà. On n'a pas toujours envie. Oui, c'est ça. Et donc Fanny, je te laisse ce que tu disais sur la difficulté qu'on constate depuis quand même septembre. Effectivement, c'est moins simple qu'avant, quoi. Oui, mais c'est assez général parce qu'on en a un petit peu parlé autour de nous. On a essayé aussi d'activer plusieurs façons de faire. Alors la surcommunication qu'on a essayé, on limite quand même maintenant pour ne arrêter de spammer parce que ça peut jouer aussi contre nous. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était un général, mais que deux, il y avait quand même cette envie et ce besoin de se revoir. Donc, on a continué. Certes, on a fait des meet-up à 5 participants en plus de nous, mais ça valait quand même le coup. On a quand même passé une super soirée, on a bien discuté après. Et puis là, petit à petit, ça revient. Alors, peut-être aussi parce que il y a plus le pass obligatoire, parce qu'on s'était quand même transformé un peu en vigile à une époque où on faisait l'entrée, on regardait comment les gens étaient habillés avant de les laisser passer. Mais c'était l'idée quand même d'offrir la possibilité de se retrouver. Et puis de toute façon, faut accepter que les gens n'ont pas forcément les mêmes attentes pour un meet-up. Il y en a, c'est vraiment la conf en elle-même, et il y en a, c'est le partage justement en réel et la convivialité. Et du coup, on s'est adapté aux deux. Vous êtes intéressé par la conférence, vous venez. Et puis si vous n'êtes intéressé que par le contenu, il y aura la vidéo après. Vidéo que je réutilise souvent pour des formations ou pour des missions dans lesquelles j'interviens en disant voilà, ça nous fait et un peu de pub et en plus c'est vraiment du contenu qui est de qualité, donc réutilisable. Donc en ça c'est plutôt plaisant. J'ai pas du tout regardé s'il y avait un système de stats sur YouTube. Donc j'espère juste qu'elles sont vues par quelqu'un d'autre que moi. Ouais. Alors, le top, c'est celle de Quentin Adam quand on était en confinement, mais en nombre de vues, je vais pas te voir les stats, mais bon, Quentin, l'avantage, c'est qu'il a une communauté qui est plus qu'importante, donc en fait, ça s'est drainé tout seul, mais c'est pas non plus un leitmotiv. Je pense que si on avait 3 vues, ça oui, voilà. Ça n'aimerait pas plus que ça. D'accord, c'est cool. Donc voilà, et donc là depuis maintenant depuis la rentrée on est revenu vraiment en fonctionnement normal. On a juste eu est-ce que c'est parce que on croise forcément beaucoup plus de monde, donc on a notre réseau à nous qui s'agrandit, et donc ça nous a permis récemment, par exemple, de co-créer un event sur Tours qui nous tenait aussi à cœur, parce que c'était vraiment dédié, donner leur première chance à des primo speakers. Parce que il y a aussi un peu de mythes et de légendes dans le monde des conférences où les premières chances ont l'air compliquées à être données. Donc en partenariat avec Craft Records et notamment une conférence qui va être au mois de juin, le camping des speakers, on a lancé un tremplin où on donnait l'occasion à 8 personnes de faire pour la première fois un talk, et pour rajouter un peu de piment, l'idée c'était le public donner les 2 talks pas qu'ils avaient pas les meilleurs, mais en tout cas qu'ils avaient préférés, et ça donnait une place à ces 2 personnes pour donner leur talk dans une vraie conférence entre guillemets, puisque nous ne sommes pas une conférence mais un meet-up, donc le camping des speakers au mois de juin, et du coup ça a été avec un système de mentoring et d'accompagnement pour les 8 speakers, et ça a été super agréable, une soirée, une de mes plus belles soirées TEDx, avec un niveau vraiment énorme pour des gens qui n'avaient jamais donné de conférence, qui damait le pion à beaucoup de gens que j'ai vus en conférence, avec une superbe ambiance bienveillante, et au final c'est 4 places qui ont été offertes à 4 speakers, donc c'est encore mieux. Et en plus on a un Tourangeau qui fait partie des 4, donc on était tout contents. Il y avait une super salle aussi. La salle, c'était... Il y avait une super salle, c'était à MAM, au HQ justement, qui est un autre espace de coworking à Tours. Et je pense que ça résume bien un peu l'esprit dans lequel on s'est lancé l'aventure, c'est que c'était de partager, d'ouvrir et d'être utile en fait. Et là, je pense qu'en une soirée, on a réussi à faire tout ça, à partager notre passion de tout ça, et à être utile sur la place de Tours et ailleurs à des speakers. Et donc c'était vraiment une belle soirée au final, et qui se concrétise à la fin vraiment par des gens qui vont faire cette conférence. Donc, à tel point que ça nous fait réfléchir aussi sur les formats prochains de TEDx. Ça fait longtemps qu'on en parle, une première partie.
pas forcément sur les mêmes thèmes, mais au moins complémentaires. Et on est toujours activement à la recherche de personnes qui seraient intéressées pour tester une conférence rapide, 20-25 minutes avant le thème de la soirée. Donc voilà, c'est des petites choses qui nous font nous questionner pour toujours continuer d'être intéressant, parce que le but, encore une fois, c'est de partager. Si les gens n'y voient plus leur intérêt, on n'a pas vraiment de raison de continuer. Et puis aussi pour nous d'essayer de donner de la chance un petit peu à tout le monde, parce que l'agenda se remplit. On a de plus en plus de mal à caser des coups de cœur qu'on pourrait avoir, parce que là concrètement, je crois que la prochaine date de disponible c'est décembre. Donc voilà, il faut aussi qu'on soit un petit peu. Ouais. Alors c'est une bonne nouvelle, hein. Mais du coup, ça nous permet moins de dire oh tiens, on t'a adoré, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine ou le mois prochain. Je comprends. Alors c'est une bonne nouvelle, sauf que du coup, ça fait des grosses discussions dans le bureau TEDx en disant mais non, moi je veux cette personne-là avant. Non, je rigole. Ça reste toujours facile de choisir quand parce qu'on a beaucoup de chance et d'avoir des gens merveilleux qui. Oui, puis parce que je suis la présidente. C'est vrai. Je ne suis que comptable. Mais voilà. Je pense qu'on a fait un bon résumé un peu de ce qu'on est, des raisons, de la raison. Donc on est super content nous d'avoir lancé l'aventure. On peut se poser la question aussi si c'est une bonne idée de le faire en couple, parce que pour le coup, il se trouve que on est aussi à la ville, comme on dit, ensemble. Jusqu'à maintenant, on s'est pas fâché, et donc ça se passe plutôt bien. Mais blague à part, je pense que c'est aussi important. En tout cas, moi, de ma vision, ma petite expérience d'association, si on peut monter ça entre personnes qui s'apprécient, qui s'aiment, mais qui, si c'est entre potes, entre gens qui ont vraiment la même façon d'appréhender les choses, je pense que ça simplifie beaucoup l'organisation et le fait de jouer ou pas la petite main. Enfin, on se pose même pas la question s'il faut porter les packs d'eau, on porte les packs d'eau. S'il faut être à l'entrée pendant que la conf se fait, c'est pas grave, on est à l'entrée. Et le même point de vue aussi. L'idée, c'est d'être un peu ouvert. Je pense que c'est aussi important, c'est de savoir avec qui on se lance dans l'aventure. C'est aussi un peu un marqueur à faire attention, quoi. Assez d'accord. C'était. Alors, je crois que c'est l'épisode du podcast où je parle le moins. Non, mais c'est juste que j'avais rien à dire. Hein. J'aime beaucoup ramener ma science, mais là votre propos était impeccable. Il y a beaucoup de choses que vous avez dit qu'on fait écho sur des communautés avec lesquelles je travaille en ce moment, où j'ai travaillé avant, sur la genèse. Je peux faire un énorme parallèle avec comment est né le présent podcast, sur les questions administratives, de légitimité, tout ça. Enfin, c'est des questions qui sont venues aussi. Donc c'était hyper intéressant. J'espère que parmi toutes les personnes qui vous écouteront, ça motivera des gens à intégrer ou à démarrer des communautés aussi. Comme vous disiez, il y a énormément de meet-up qui sont un peu en carafe parce que le post-Covid, c'est difficile de reprendre. Enfin, la période, la transition était complexe, et il y a énormément d'orgas qui seraient ravis d'avoir du sang neuf pour amener un peu une nouvelle énergie et redonner vie un peu à tout ça. Si vraiment ça peut marcher, j'espère en tout cas. Yes. Et merci d'être venu. Je sais pas si vous avez une dernière petite chose à dire pour conclure. Et comme tu as dit, osez votre meet-up. C'est ça. Faut oser se lancer, puis de toute façon, même si ça marche pas, c'est pas grave, on aura essayé, donc faut vraiment le faire. C'est une très bonne, je pense que c'est une très bonne phrase de fin. Tous les liens que vous avez donnés, je vous les récupère après l'enregistrement, je mettrai tout ça dans les descriptions. Il me reste à vous souhaiter, à vous deux et puis à tous ceux qui nous écoutent, une excellente fin de semaine. Merci Sylvain pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. À la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien et codez bien.